Nous sommes concentrés à nouveau pour écouter Anaïde Donabédian sur un sujet linguistique. Donc nous donnons tout de suite la parole à Anaïde. Merci beaucoup. Alors oui, c'est de la linguistique, c'est de la macro-linguistique, si on peut dire, puisque je ne vais pas examiner quelque chose un peu au zoom comme a fait Victoria, mais je vais présenter une question beaucoup plus vaste et qui correspond aux travaux que je fais actuellement sur la question du contact de langue dans l'ère Anatolie. Alors, juste, je ne l'ai pas précisé dans le texte, mais il s'agit de l'époque récente, donc le contact tel qu'il s'est forgé jusqu'à la fin de la période ottomane, parce qu'en fait, en linguistique, on parle aussi d'une ère anatolienne pour l'époque antique, à l'époque du hittite, enfin des contacts des langues indo-européennes anciennes. Donc il ne s'agit pas de ça, là je vais vous parler de la période moderne. Donc juste un petit point de rappel pour ceux qui ne sont pas au fait de ce qu'est une ère linguistique, ou bien un des termes qui a été utilisé au départ, c'était le terme de Sprachbund, c'est-à-dire une union linguistique. Donc, une aire linguistique, c'est une manière de caractériser une région dans laquelle on a des langues qui ne sont pas apparentées, c'est-à-dire qui ne sont pas issues elles-mêmes des mêmes langues, donc qui ne sont pas des langues de la même famille, mais qui partagent des traits linguistiques communs dans un nombre suffisamment important pour qu'il y ait une sorte de phénomène de convergence entre ces langues, de convergence typologique. Donc des ressemblances entre langues qui pourtant, en fait, sont d'origine très différente et a priori ne devraient pas se ressembler. Et donc c'est l'observation de ces différences qui a nourri, en fait, ce qu'on appelle la linguistique aréale, c'est-à-dire ou géographique. Donc une façon d'étudier les langues en fonction de leur proximité géographique. Et on verra que ça implique les différentes langues, mais ça implique aussi la variation dialectale au sein de chacune des langues concernées. Voilà, donc du coup, comme ces traits communs ne sont pas imputables à une origine commune de ces langues, eh bien, ils sont considérés comme un processus d'innovation, c'est-à-dire les langues innovent, créent quelque chose de nouveau qui ne fait pas partie de leur bagage par influence des autres langues. Comme on en parlait tout à l'heure à propos de ce schéma de qui a circulé dans les langues de la région, par exemple. Alors les exemples prototypiques, c'est la première ère dont on a parlé comme ça, c'est ce qu'on appelle l'ère balkanique, dans laquelle on a le grec, l'albanais, des langues slaves. Donc en fait, c'est essentiellement des langues indo-européennes, mais toutes de branches différentes, et dans lesquelles on a des traits qui sont partagés, alors qu'on ne s'attendrait pas à ce qu'ils le soient. L'absence d'infinitif, l'identité entre le génitif et le datif, etc. Je ne veux pas rentrer dans le détail ici. Une autre ère prototypique qui a été considérée pour illustrer cette notion, c'est le sous-continent indien, dans lequel on a des langues d'origine indo-européenne, les langues aryennes, et des langues dravidiennes, donc non européennes, qui ont des caractéristiques typologiques très différentes et qui finalement ont convergé aujourd'hui avec des traits des langues dravidiennes dans les langues indo-aryennes qui sont plus au nord et vice-versa. Et puis plus récemment, on a proposé l'idée d'une ère qu'on a appelée Standard Average European, avec un certain nombre de traits partagés par ce qu'on appelle les langues, disons, d'Europe occidentale, dans lesquelles, s'il y a des questions après, dans les questions, je vous le dirai, là, j'ai pris avec moi la liste des traits au cas où il y aurait une discussion, mais je ne veux pas trop m'étendre maintenant pour arriver aux questions arméniennes.
Alors, les cartes que je vous présente ici sont, pour la plupart, sauf si je vous mentionne autre chose, ce sont des cartes qui ont été réalisées par l'équipe de recherche, dans le cadre des travaux qu'on fait avec le LabEx Empirical Foundations of Linguistics. Donc, notre cartographe, c'est le cartographe du laboratoire mondiranien, Emmanuel Giraudet. Donc, c'est lui qui a réalisé ces magnifiques cartes, à chaque fois avec un linguiste. Donc, dans les références, vous voyez les auteurs, il y a lui pour la cartographie et puis le linguiste qui a travaillé avec lui. Donc Ophélie Gandon a travaillé sur la variation des relatifs dans l'ère Anatolie, Iran, Caucase, et elle avait préparé avec Emmanuel cette carte sur la répartition des langues. Alors évidemment, ça, il s'agit des langues en présence aujourd'hui en Anatolie. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs familles. Comment on fait avec ça? J'aime pas ça. Donc, selon les couleurs. Oui, mais ça, je vais avoir un torticolis. Et puis, on ne va plus m'entendre dans le micro. Donc, en fait, voilà, vous voyez que ce qui est représenté ici avec les couleurs, ce sont à chaque fois les langues qui sont dominantes, puisqu'en fait, le turc est partout, mais vous voyez, c'est pas parce qu'il n'y a pas de vert dans le sud-est qu'on ne parle pas le turc. Simplement, il s'agit des langues dominantes de la région. Comme vous voyez, eh bien, l'arménien, même s'il est dans la légende, en fait, il est royalement absent, à part un petit peu là dans la région de Sassoun où on peut le trouver, parce que c'est une carte contemporaine, et vous allez voir que pour comprendre l'effet du contact de langue dans la région, eh bien, on doit remonter avant la fin de la période ottomane, avant les grands déplacements de population, pour voir quelle était la situation linguistique qui a conduit à des changements de langue, à des changements dans la structure des langues. Ça, c'est bon. Alors, pour essayer de faire une carte de la répartition des langues dans l'Anatolie avant la fin de l'Empire ottoman, on manque un petit peu de moyens. On est en train de faire avec une collègue d'Arménie de mettre en place une carte avec Gayane Gevorkian, une carte des dialectes arméniens tels qu'ils étaient parlés avant le génocide, donc avec l'emplacement originel de ces dialectes, parce que ça peut justement permettre de comprendre à côté de quel dialecte d'une autre langue ils étaient placés et est-ce qu'il peut y avoir eu une influence. Mais pour le moment, on n'a pas encore une carte absolue de tout cela. Alors, il y a des choses, par certains biais, on peut arriver à reconstruire. Par exemple, vous voyez qu'on a dans ce site qui est dans cette page de Wikipédia qui est assez intéressante, qui parle des changements géographiques de noms de lieux en Turquie. Eh bien, on peut avoir une trace des lieux qui étaient peuplés, des localités qui étaient peuplées par en l'occurrence ici des Grecs. Ça ne veut pas dire forcément à 100% qu'ils étaient hellénophones, puisqu'on sait qu'il y avait, entre appartenances ethniques, il y avait aussi, à la fin de l'Empire ottoman, notamment des Grecs, des Arméniens qui étaient totalement turcophones dans certaines localités. Mais en tout cas, vous voyez, c'est les couleurs, et je vais vous montrer pour trois langues, vous voyez que ces couleurs-là donnent une idée de la façon dont est structurée l'ère, dont l'influence. On voit très bien qu'à partir d'un certain stade à l'est, il y a plus d'implantation grecque. C'est vraiment quelque chose qui concerne plutôt l'ouest de l'Anatolie. Alors que l'arménien, vous voyez là, c'est quasiment complémentaire. Alors, il y a quand même certaines zones de superposition, mais si on regarde les lieux qui étaient les plus, qui portaient des noms arméniens, en tout cas les localités, eh bien, elles sont complémentaires plus ou moins, grosso modo, dans la carte avec celle du grec, alors que celle du kurde coïncide quand même en grande partie avec celle de l'arménien. Alors, sur cette base-là, cette carte-là, c'est moi qui l'ai conçue, donc c'est la première fois qu'elle est montrée. Sur cette base-là, on peut essayer de comprendre comment est structurée l'ère anatolienne, parce que, alors, une des questions qu'on se pose une fois qu'on a réussi à comprendre quelle langue était parlée où dans l'Empire ottoman, dans la région de l'Anatolie. Une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut considérer l'Anatolie comme une ère linguistique globalement? Est-ce qu'on peut essayer de comprendre comment le contact de langue s'est joué au sein de cette ère? Donc, si vous voyez donc, cette carte, je crois qu'elle est assez... Il faut appuyer sur le vert, là, c'est ça?
Donc, vous voyez que là, à chaque fois que vous avez des lignes, elles marquent la limite au-delà. Alors, c'est schématique, hein, bien entendu, mais elles marquent une sorte de limite au-delà de laquelle la langue concernée n'est plus vraiment parlée. Donc là, il s'agit du grec, et vous avez des flèches qui disent de quel côté de la ligne ça c'est parlé. Hein, donc, en fait, l'ère du grec s'arrête là, et vous voyez qu'elle est quasiment en répartition complémentaire avec l'ère qu'on a ici du kurde et du zazaki, qui ne se croisent pas. Alors, l'ère de l'arménien, je l'ai placée un peu, comment dire, un peu optimiste, mais bon, comme moi je suis une famille de Kharpesti, c'est quand même pas mal à l'ouest. Donc l'ère de l'arménien, grosso modo, je l'ai mise ici, mais simplement, on voit bien qu'elle a des zones de superposition avec le grec, avec les langues kurdes, et aussi avec le néo-araméen. Donc la ligne orange, c'est le néo-araméen, et la ligne bleue, c'est l'arabe. Et donc, si on regarde en termes de famille de langues, eh bien, on voit que, donc, je vous rappelle juste que l'arménien et le grec sont des langues indo-européennes, chacune de branches isolées, mais également les langues kurdes sont des langues indo-européennes, on les appelle aussi langues indo-européennes du nord-ouest, mais elles sont d'un autre groupe et elles ont des propriétés typologiques assez différentes. Et alors que celles qu'on a le plus de sud ici sont des langues sémitiques, que ce soit l'arabe, avec les parlers anatoliens de l'arabe, qui ont des caractéristiques assez spécifiques, et puis le néo-araméen, qui est aussi une langue sémitique. Et a priori, l'appartenance à ces différentes familles a des implications structurelles sur la façon, sur les caractéristiques linguistiques qui sont représentées dans ces langues, mais on remarque, quand on examine les dialectes de ces langues, eh bien, qu'il y a énormément de traits qui circulent, des traits structurels. Je ne parle pas du lexique ici, parce que le lexique, c'est quelque chose qui est très facile à emprunter, c'est superficiel, et souvent, ça va avec les échanges culturels, alors que la circulation des traits grammaticaux, elle n'est pas consciente, elle n'est pas iconique, elle ne correspond pas à quelque chose dans la représentation de celui qui le fait, et donc c'est l'effet du bilinguisme ou du multilinguisme. Alors, pour voir si l'Anatolie est une ère linguistique à l'ère moderne, donc, il faudrait qu'on puisse établir une liste de traits pan-anatoliens, c'est-à-dire qu'on trouve des traits structurels qui seraient représentés dans toutes les langues de la région, auquel cas on aurait démontré que, bien que faisant partie de familles très différentes, eh bien, ces langues tout ensemble en Anatolie constituent une ère. Alors, je vous dis tout de suite que la réponse est non. On ne va pas trouver de traits pan-anatoliens qui soient consensuels et sur lesquels tout le monde soit d'accord, mais quand même, je vais vous rappeler ici les traits parce que l'idée, c'est de se rapprocher un petit peu de l'arménien, là, au fur et à mesure, et donc vous allez voir que parmi les traits qui sont proposés, il y en a beaucoup qui sont représentés en arménien. Donc, il y a des traits phonétiques, vous voyez là, donc, la présence du vulaire, l'opposition a-e, et aussi des pharyngales dans les empreintes de l'arabe. Ça ne concerne pas vraiment l'arménien. Peut-être sur la voyelle A, il y a des choses dans les dialectes. Vous voyez, c'est un peu un inventaire à l'après-vert parce que ce sont des choses qui sont d'ordre très différent. Il y a les expressions en écho. Quand vous dites « dun mun chuni », il n'a pas de maison ni de quoi que ce soit qui y ressemble. Donc ça, c'est quelque chose qui est effectivement représenté dans toute l'ère. Mais en fait aussi au-delà de l'air. Hein, c'est un mécanisme qu'on retrouve, par exemple, on le retrouve en yiddish avec shme au lieu du simplement me au début, et par cet intermédiaire-là, c'est aussi passé en russe. On le trouve en russe. Donc en fait, ces mécanismes-là sont pas uniquement représentés en Anatolie. Quelque chose de très intéressant qui touche à la morphologie verbale. Alors, il a été proposé que un trait pan-anatolien serait que le présent. Alors, essayez de vous concentrer sur cette phrase et vous allez voir que ça va peut-être vous dire quelque chose, si vous connaissez un peu l'arménien. C'est que le présent et l'imparfait de l'indicatif se distinguent du subjonctif par une particule antéposée. Donc, c'est exactement ce qu'on a en arménien occidental avec ge, hein, c'est-à-dire yete ouzem, mais gouzem.
donc qui est un présent de l'indicatif, alors que ouzem est un subjonctif. Et en fait, ce phénomène-là se retrouve en arabe levantin. On a le préfixe be qui correspond à une forme de locatif en arabe, qu'on retrouve au début de toutes les formes de l'indicatif, si on le met pas, c'est du subjonctif. Et en kurmanji, j'ai oublié de retourner chercher la forme, je crois que c'est de ou quelque chose comme ça. Donc il y a aussi un préfixe qui correspond qui sert à indiquer le présent de l'indicatif. Donc comme vous voyez ici, c'est le pattern, c'est comment on dit, c'est le modèle qui est commun, mais pas le matériau. À chaque fois, c'est pas la même particule. Les particules sont pas empruntées, à chacune a une explication de son origine propre dans la langue. On a des calques structurels et phraséologiques. Donc là, on a parlé tout à l'heure de ce oveki, gam ovevor. Ça en est un. Il n'est pas mentionné ici, mais ça correspond tout à fait. Il y a aussi l'existence d'une particule postposée qui a le même rôle que le al en arménien, yesal. Donc c'est une particule enclitique qui ne porte pas d'accent, qui vient s'accrocher derrière un mot et qui signifie aussi, etc. Et là aussi, on a des équivalents en arménien, en laz. Ah oui, j'ai oublié sur la carte de vous mentionner les langues caucasiques, mais on va y revenir. Voilà. Alors, il a été proposé aussi que l'ordre des mots verbe final était un trait pan-anatolien, mais ça a été beaucoup discuté. La question du marquage différentiel de l'objet, c'est-à-dire qu'on ne marque pas l'objet de la même façon avec la même forme grammaticale, selon différentes propriétés, selon qu'il est animé ou inanimé, selon qu'il est défini ou indéfini. Donc, en fait, c'est ce qu'on retrouve en arménien oriental avec megin desa, avec le datif, mais par contre, on va dire aispanne desa avec le nominatif. Donc ça aussi, c'est des phénomènes qui sont très partagés dans l'air, mais en réalité, c'est des phénomènes qui sont très, très présents dans le monde entier, dans des langues du monde entier. Donc du coup, leur signifiance comme trait pananatolien est un peu à mettre en question. Également, l'existence d'une forme grammaticale qui correspond au varagadar en arménien, yegerem, qui s'oppose à yegadzem, qu'on retrouve aussi dans beaucoup de langues. On a ça en turc, mais on a aussi ça, d'une certaine façon, dans des langues iraniennes. Alors, plus récemment, cette liste a été resserrée parce que donc il y avait des traits parmi ceux-là qui fonctionnaient pas. Donc, excusez-moi, c'est en anglais parce que je cite Jeffrey Haig. Donc, le Enclitic Recall Topic Marker, c'est le fameux AL. L'obligation d'avoir une copule à la fin de la proposition, c'est-à-dire l'idée du verbe final. Des formes qui veulent dire soit, comme en turc, ya, gam, i, etc. Ça, vous voyez qu'on est dans des calques phraséologiques. Le fait que la reduplication en écho, c'est ce que je disais tout à l'heure avec alors il y a Dunmun, mais il y a aussi un autre phénomène qui est très répandu dans la région, c'est pour rendre un adjectif intensif, on dit garmij, et pour dire que c'est tout rouge, on va dire gas garmij, hein. Et donc ce phénomène-là existe aussi en turc et il existe aussi il est répandu dans des langues d'origine très différentes dans l'ère anatolienne. Par contre, par exemple, celui-là, alors que le me, la reduplication échoïque en me, on la retrouve jusqu'en Inde, cette reduplication intensive, on la retrouve plus en Iran. Donc elle est plus spécifique à l'Anatolie. Et donc, l'utilisation d'un complémentaire général qui, en turc, vor, en arménien, donc ça aussi, c'est des choses qui sont répandues dans toutes les langues de la région. Donc, juste un petit retour sur cette carte. Donc, j'ai oublié de signaler qu'il y a ici encore une autre famille de langues qui sont des langues caucasiques. Donc, la langue essentielle qui est représentée ici, c'est le laz, mais il y a aussi des variantes de géorgien. Donc, ce que vous avez en mauve, là, ce sont des langues qui sont de la même famille que le géorgien, des langues kartvéliennes, qui sont, alors là, encore d'une origine très, très différente et avec des caractéristiques structurelles très, très différentes. Voilà. Pardon. Alors, cette carte...
Elle vous montre, donc comme on a vu, les traits pananatoliens, ils sont vraiment très peu nombreux. Et du coup, on est obligé de réfléchir à l'aire, non pas en termes d'une aire globale, mais en termes d'une conjonction de plusieurs sous-aires. Et donc là, je vous montre un peu les différentes propositions qui ont été faites par différents auteurs. Je ne sais pas si on arrive à lire les noms ici des auteurs, mais donc la représentation que j'ai choisie ici évoque la notion d'épicentre, parce qu'en fait, on ne peut pas vraiment donner des frontières à ces aires. Et vous voyez, cette représentation graphique, j'y tenais parce qu'elle permet de montrer que ces aires, en fait, ont des zones de superposition. Donc, dans cette région de l'Ouest, on a la région qu'on considère propre pour le grec d'Asie mineure, qui a des propriétés typologiques assez différentes du grec de Grèce, hein, donc sous l'effet du contact, depuis Dawkins dans les années 1910, puis jusqu'à des gens comme Citalido aujourd'hui. On a une aire qui est l'ère caucasique, et quand on parle de langue du Caucase, il ne faut pas oublier qu'il y a 3 familles qui sont très différentes les unes des autres, donc qui ne sont même pas apparentées entre elles probablement, qu'on appelle caucasique du nord-ouest, caucasique du nord-est et caucasique du sud. Donc ici, c'est le caucasique du sud qui est représenté en Anatolie, mais vous voyez qu'il est connecté avec quelque chose qui est au-delà. Donc à chaque fois, ça connecte avec quelque chose qui est au-delà. Et ici, on a une aire qui a été proposée par quelqu'un qui s'appelle Donald Stilo, qui a travaillé à Leipzig et qui a étudié, donc qui a proposé l'idée d'une aire linguistique Iran-Arax. Et donc qui se trouve à l'intersection entre l'Arménie et l'Iran, et il a examiné un certain nombre de traits, donc il faut que j'accélère pour que je puisse vous en parler un peu. Là, il est le seul à avoir proposé ça, mais il y a des traits qui sont assez pertinents. Et puis, donc, là, en vert, c'est l'hypothèse de Haig qui parle de Eastern Anatolia comme une zone de transition. Et en montrant que c'est une zone de transition entre la Mésopotamie d'un côté, c'est-à-dire finalement tout ce qui correspond aux langues sémitiques, hein, au bagage sémitique, et le Caucase de l'autre côté. Et donc les traits qu'on a, il y a une sorte de... Les langues sont attirées entre ces deux pôles, et que donc elles présentent des caractéristiques de l'une ou de l'autre. Donc on n'a pas des traits qui sont représentés de façon homogène, mais en réalité on voit bien qu'on se retrouve à l'intersection entre ces deux tendance, hein, donc l'une qui est, disons, levantine et l'autre qui est caucasienne. Et donc, cette description-là, effectivement, est très évocatrice pour ce qui concerne l'arménien, et notamment la différence entre l'arménien oriental et occidental. Parce que du coup, comme vous le voyez, si on considère l'aire comme différentes zones d'influence qui ont des zones de superposition, eh bien, on va tout de suite comprendre comment se forme la dialectologie des langues dans cette région. C'est-à-dire que si on parle de la langue, en général, on a des zones assez larges, mais si on parle de dialectes particuliers, alors là, on va être dans des configurations de contact plus précises et qui vont nous permettre de comprendre la spécificité de la structure de ces dialectes en termes de transition. Et si on allait même très loin, on pourrait tout à fait faire une sorte de carte dialectologique de la région, sans préjuger de dire si telle langue est... tel dialecte est de l'arménien ou du kurmanji, en fait, parce qu'il y a une certaine dose de traits partagés, et en fait, il y a une identification ethnique qui fait que les gens qui parlent ce dialecte se disent une chose. Mais en réalité, on n'est pas obligé de reporter cette identification sur le dialecte, et du coup, le fait que les écoles de dialectologie kurdes, arméniennes, etc., soient séparées, c'est vraiment un handicap pour travailler là-dessus, et de plus en plus, maintenant, il y a des travaux qui se font conjointement, notamment, par exemple, alors là, on passe à la période post-ottomane, mais il est absolument évident que dans les dialectes zazaki notamment, hein, le zaza c'est une des langues kurdes sur laquelle il y a des discussions, savoir si c'est
une langue kurde ou une langue à part, mais disons quand même que c'est plus consensuel. Chez les Kurdes, il y a beaucoup de discussions, mais je pense que chez les linguistes, c'est clairement admis que c'est une langue, que c'est une famille de langues kurdes. Eh bien, on peut se dire aussi que parmi les dialectes zazaki qui sont parlés dans la région du Dersim, à partir du moment où on connaît le nombre de crypto-arméniens survivants qui ont été intégrés dans ces communautés-là, eh bien on peut se dire que le substrat arménien dans ces dialectes est très important. C'est-à-dire que quand on parle de ce substrat, pour parler, excusez-moi les collègues linguistes, mais je vais dire ça de façon à la louche, hein, un substrat, c'est quand des gens qui au départ parlaient une autre langue ont appris la nouvelle langue en faisant plein de fautes et que finalement, comme ils étaient plus nombreux que les autres, les fautes sont devenues la règle. Hein. Et donc, si dans ce modèle-là, on peut se dire que certains de ces dialectes-là ont certainement des éléments très importants d'arménien. Le handicap, c'est que c'est difficile de faire des travaux sur ce sujet-là sans exposer, enfin, compte tenu de la situation politique, sans exposer les locuteurs de ces langues, et que donc on s'abstient un peu, tout comme dans la région de Sassoun où il y a encore des locuteurs, et il y a des locuteurs d'arménien qui en même temps parlent aussi le kurmanji, qui aussi parlent les variantes locales d'arabe. Donc là aussi on a des phénomènes de contact très intéressants. Mais bon, par exemple, on a un collègue dont je sais, moi, que dans sa famille, il y a une partie qui est aussi arménophone, mais dans ses travaux, il ne parle que du contact arabe-turc. Donc voilà, on essaye de l'inviter à un colloque sous des prétextes pour que ça n'apparaisse pas, mais bon, les questions politiques jouent aussi. Donc vous voyez ici un des traits particulièrement intéressants dans les oppositions que montre Haig sur ces deux régions, c'est ce fameux préfixe de l'indicatif pour les formes du présent. Eh bien, on voit que ce préfixe, il existe en arménien oriental, le ge, mais il est utilisé dans une autre fonction. Hein, justement, au contraire, il va marquer l'hypothétique. Et en réalité, donc, on voit bien ici que arménien oriental et arménien occidental se trouvent pas dans le même pôle de cette Anatolie orientale comme zone de transition. Alors, d'autres traits aussi. Le finite complement of want, ça revient à savoir si en arménien on doit dire guzem kal ou bien guzem kam. Donc, finite complement, c'est quand c'est conjugué, c'est-à-dire guzem uzumem kam. Et vous voyez qu'en arménien oriental, on a plus la tendance à avoir le complément fini, alors qu'en arménien occidental, on l'a pas. Donc voilà, un certain nombre de traits. Donc, parmi les traits qui sont repérables comme liés à cette zone de transition et qui opposent l'arménien, les dialectes orientaux et les dialectes occidentaux, on a la distinction. Alors, il y a des traits pananatoliens. Je vais passer vite. Il y a des traits qui sont représentés dans les deux. Hein, c'est la différence entre tche et tse. Par opposition, par exemple, en grec où on n'a pas cette opposition, il y a des langues de la région où on l'a pas, alors qu'en Anatolie on l'a. L'existence d'une voyelle non arrondie d'arrière, c'est-à-dire le e, qui n'existe pas dans toutes les langues. Hein. En russe, il n'y en a pas. Enfin, il y a beaucoup de langues dans lesquelles on n'a pas le son e. Essayez d'apprendre un espagnol à prononcer e, c'est... Voilà. Et l'accent final sur le mot, qui est aussi répandu dans toute la région et qui concerne les deux dialectes de l'arménien. Ah non, pardon, excusez-moi, ça, on est passé à stylo, excusez-moi, ça c'est la liste des traits qui sont mentionnés par Donald Stylo pour l'ère Iran-Arax et qui sont aussi en fait des traits pananatoliens. Et aussi le fait qu'on puisse utiliser le singulier après un nombre supérieur à 1. Hein, on va dire Yergudun et pas Yerguduner. En arménien, Yerguduner est possible avec une valeur particulière, alors qu'en turc, c'est impossible, par exemple. Mais en tout cas, le fait qu'on puisse utiliser le singulier après un numéral, c'est aussi un trait qui est répandu dans la région. Mais par contre, j'ai fait une erreur dans le titre. Là, j'aurais dû mettre trait commun, Eastern Armenian, Western Armenian. Et par contre, voilà les traits qui les distinguent. Puis je crois qu'après, je vais essayer de finir. Donc, c'est d'une part la distinction en 3 séries de consonnes
qu'on trouve en arménien oriental, mais pas en arménien occidental. Donc en arménien oriental, on a, si on prend les bilabiales, b, donc qui est sonore, p, qui est sourde, et on a p, qui est aspiré. Et en fait, la sourde p, en arménien oriental, elle acquiert un trait supplémentaire qui est une légère glottalisation qui fait qu'on le prononce p. Hein, c'est-à-dire le système ternaire oblige à avoir des traits distinctifs suffisamment clairs pour que les consonnes soient distinguées, alors que du côté occidental, on a perdu la distinction entre aspiré et sourde, et donc on va dire be ou pe. Et selon la personne, le dialecte, le pe va être prononcé plus ou moins aspiré, mais ça n'est pas significatif, ça ne change pas le sens du mot. Donc voilà, il y a un autre trait que de stylo spécifique comme un trait de l'ère Iran-Arax, qui est que les formes de présent et de progressif sont formées avec une copule, sont formées avec un auxiliaire. Donc là, on voit que c'est le pendant. Côté occidental, on retrouve la particule qui est caractéristique de l'Anatolie, alors que côté oriental, on trouve la formation avec un auxiliaire, uzumem, hein, non pas guzem, pour le présent, qui, elle, relève du côté oriental, et donc le want, le guzem, uzumem kal, uzumem gam, par rapport à guzem kal, donc qui est aussi caractéristique. Donc en fait, voilà, j'ai même pas mis une diapo pour vous dire merci d'avoir écouté ça jusqu'à la fin, mais je vous le dis oralement. Et donc voilà, donc en fait, comme vous le voyez, j'ai essayé de vous faire comprendre quels étaient l'enjeu du contact de langue pour la description de la variation dans l'arménien, et aussi comment les critères principaux qui distinguent l'arménien oriental de l'arménien occidental, eh bien, peuvent être interprétés à la lumière de cette interprétation de Anatolie orientale comme zone de transition. Voilà, merci. Merci beaucoup Anaïde pour cet exposé très riche et qui montre aussi toute la richesse des langues anatoliennes. Est-ce qu'il y a déjà des questions à poser ? Déjà dans le vocabulaire, on l'a dans la langue classique, alors je ne sais pas si c'est un mot qui existe encore aujourd'hui, ar, mar, avec redoublement du ar, plus le a de liaison, plus un me et de nouveau le ar, qui veut dire méprisable. Oui, comme ça, oui. Voilà. Hein? Donc, arhamaren, c'est ça? Arhamaren, oui. J'en cherchais d'autres, mais je n'ai pas trouvé. Je pensais que Charles allait en parler. Oui, c'est ça. Donc, le système de redoublement du radical avec insertion d'un « me » existe déjà dans le lexique de l'arménien. Voilà. Oui, voilà. C'est celui-là que je cherchais, mais je l'avais oublié. On revient toujours à la langue classique. Oui, bah oui, c'est bien, parce qu'elle était un peu absente chez moi. Merci beaucoup pour ces précisions.